Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment installer et configurer InfoLudo pour une première utilisation. Alors le poste de démonstration est un ordinateur tout à fait conventionnel, bureautique, avec un Windows 7 installé et le compte utilisé est un compte qui a des droits administrateurs. Alors pour installer InfoLudo, donc je le CD dans le lecteur et je le ferme. Normalement, l'installeur est reconnu automatiquement, il va se lancer tout seul. Si ce n'était pas le cas, il suffit de se rendre dans le lecteur de CD-ROM au moyen de l'explorateur et de double-cliquer sur le fichier install.exe. Ici, on voit que l'installeur a été reconnu. Je clique sur Install. Le contrôle de compte de Windows me demande l'autorisation d'installer un nouveau logiciel. Je dis oui. Au niveau de l'installation d'InfoLudo, donc après avoir lu et accepté l'accord de licence, je clique sur j'accepte l'accord de licence. L'application InfoLudo va être installée dans le répertoire C2.InfoLudo 2.8. Il est conseillé de laisser ce chemin par défaut. Donc je clique sur suivant. Suivant. L'installeur me propose d'installer EtaAirket. EtaAirket est un logiciel qui vous permet d'éditer vos propres états. Un état dans InfoLudo est tout ce qui part sur l'imprimante, donc tous vos états imprimés. Si vous voulez pouvoir modifier vos cartes de membres, vos lettres de rappel, vos listings, vous allez le faire au moyen d'EtaAirket. Donc je vais l'installer, je clique sur oui, suivant, suivant, suivant. Les logiciels sont installés, EtaAirket et InfoLudo en parallèle. Et une fois que tout est installé, vous cliquez sur terminer. Lors du premier lancement d'InfoLudo, un message d'erreur qui affiche comme quoi il ne trouve pas le fichier des options est affiché, donc c'est tout à fait normal, on ne s'inquiète pas. La fenêtre de connexion d'InfoLudo apparaît. Comme c'est la première utilisation, seul le compte administrateur est disponible. Donc je vais me connecter en administrateur. Le mot de passe est admin en majuscule, identique au login. Je valide. Je me rends dans le menu administration, restaurer des données. Je valide par oui. Et je me rends dans le répertoire C, InfoLudo 2 import. Et là j'ai un fichier qui a été installé en même temps qu'InfoLudo, donc base de démarrage. Cette base de démarrage contient tous les réglages de base d'InfoLudo, ce qui vous évite de tout recréer au niveau des lettres. Donc je clique sur ouvrir. Une fois que la restauration est terminée, je peux relancer l'application. Je vais relancer l'application au moyen de l'icône InfoLudo 2 qui a été créée lors d'installation. Je me connecte toujours en administrateur. Le numéro de série n'a pas encore été rentré, donc je valide sur OK. Menu administration, préférences, et dans l'onglet logiciel, je vais inscrire le numéro de série qui a été fourni avec le logiciel ou envoyé par email. J'enregistre et je quitte. Et le logiciel est prêt pour la configuration. Une fois que vous avez installé le logiciel et entré le numéro de série, vous vous rendez dans le menu administration et vous choisissez l'option préférences. C'est dans cette fenêtre de préférences que tous les réglages d'InfoLudo sont regroupés, au niveau des états, des abonnements, des locations. Alors pour l'onglet réglages, donc les trois premières coches se rapportent aux droits que peuvent avoir les utilisateurs à modifier ou non les fiches des jeux et les fiches des membres. Donc si on laisse la coche, donc les fiches des jeux sont modifiables par les utilisateurs, les inventaires sont également modifiables par les utilisateurs, ainsi que la fiche des membres. Donc par défaut, je conseille de laisser ces modifications ouvertes. C'est vrai que c'est dommage qu'un membre ne puisse pas modifier
un numéro de téléphone, modifier une adresse qui aurait changé, ou simplement modifier une propriété d'un jeu. La façon de faire pour modifier soit une fiche jeu, soit une fiche membre est en général assez sélective pour pas que l'on puisse le faire en se trompant. Permettre la modification des prix dans la fenêtre des locations. Alors en laissant la coche, on va simplement débloquer les montants sur la fenêtre des locations. C'est-à-dire qu'il sera possible, par exemple, si une amende semble beaucoup trop élevée pour un membre, on va pouvoir la modifier manuellement. Tout en sachant que toutes les modifications qui seront faites dans cette fenêtre de location seront enregistrées dans un fichier qui va lister toutes les modifications manuelles. Activer le message entre l'apothicaire au démarrage. Alors en laissant cette coche, on va activer un petit système qui permet d'afficher des messages au démarrage du programme. Donc c'est des messages que vous pourrez modifier, que vous pourrez supprimer. C'est simplement pour passer des messages entre les équipes des ludothécaires d'une fois à l'autre. Afficher les avertissements de location. Alors les avertissements de location sont un des champs de la fiche des jeux qui permet d'entrer des données sur un jeu que vous aimeriez voir lors de la location ou du retour de ce jeu. Par exemple, ça pourrait être pour un jeu dont les accessoires sont stockés dans un sac à part ou dans une caisse à part. Ça pourrait être simplement une phrase de type ne pas oublier de donner le sac d'accessoires ou ne pas oublier d'avertir le client que ce jeu est fragile. Enfin, vous y mettez absolument tout ce que vous voulez. Si il n'y a rien dans l'avertissement de location, donc rien ne sera affiché. Attirer l'attention sur la date de retour au démarrage. Alors ce système indique au démarrage du programme, vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous indiquer le nombre de jeux qui sont censés rentrer à la date du jour. Ça va aussi vous avertir si la date de retour des jeux prévus va tomber dans une fenêtre dans une période de vacances, selon les vacances qui ont été introduites dans le programme, et ça vous avertira ainsi que vous devez ou pouvez modifier cette date pour passer cette date de retour soit après les vacances, soit avant les vacances, à vous de voir. Permettre de passer outre le nombre maximum de jeux. Il est possible de faire gérer le nombre de jeux qu'un membre peut louer au moyen d'Infoludo. En mettant la coche dans permettre de passer outre, c'est simplement que au moment où le membre va prendre le jeu qui sera en trop, le programme va afficher une fenêtre en disant êtes-vous d'accord de louer quand même ce jeu. Ça peut être pratique par exemple pour des cas vraiment très spécifiques, pour permettre une fois pour louer un jeu supplémentaire à un membre. Affichage des saisies en mode double, jeu et membre. Alors cet affichage des saisies, c'est simplement au moment où vous commencez une location ou un retour, il sera possible de commencer soit par le numéro de jeu, soit par le numéro de membre. Personnellement, je déconseille ce système parce que, comme d'habitude, quand il y a deux choses, on peut se tromper. Si on n'a qu'une, on ne se trompe pas. Donc par défaut, le fonctionnement d'Infoludo est l'affichage du numéro de membre, mais si vous désirez pouvoir le faire par le numéro de jeu, vous mettez la coche dans cette case. Afficher l'indice client. Donc l'indice client ou l'indice de confiance, c'est simplement la somme des amendes payées par un membre divisée par le nombre de ses locations. Donc plus l'indice est élevé, moins pour vous c'est un bon membre. Alors la coche ici permet simplement d'afficher ou pas cet indice sur la fiche du membre. Les deux cases du fond de la page, donc champ perso jeu et champ perso membre, c'est simplement deux champs qui vous permettent de mettre soit pour les jeux, soit pour les membres, une propriété supplémentaire. Par propriété, pour un jeu ou un membre, on entend une de ses spécificités. Par exemple, pour les jeux, comme propriété, on aura le nom du jeu, le numéro du jeu, la catégorie du jeu. Mais si par exemple, il vous faudrait une case supplémentaire que l'on ne trouvera pas dans Infoludo, vous pouvez la créer ici. Donc il y en a une pour les jeux, une pour les membres.
onglet état. Dans le langage d'Infoludo, un état est simplement une sortie imprimante. Donc dans tout le logiciel Infoludo, il n'y a aucune impression qui est dirigée directement sur l'imprimante. Toutes les impressions passent par une fenêtre de prévisualisation. Ceci pour éviter d'envoyer des impressions multiples qui vont contenir toute votre liste de membres, toute votre liste de jeux, et ça sans que vous le vouliez. Donc au moment où vous voulez imprimer quelque chose, la prévisualisation s'affiche et vous choisissez d'imprimer ou pas. Donc la première coche, afficher la quittance lors de l'encaissement, c'est simplement pour forcer l'affichage de la quittance lors de tout encaissement, que ce soit une location, que ce soit une amende ou un retour ou n'importe quel encaissement, la quittance est affichée. Après, c'est vous qui choisissez si vous voulez imprimer oui ou non. Imprimer les quittances avec caution, ça peut être utilisé si par exemple je n'affiche pas les quittances lors de l'encaissement, dans la première coche, mais que je veux afficher toutes les quittances qui comportent une caution. Ça peut être pratique pour délivrer une quittance à un membre qui aimerait avoir simplement une preuve de la quittance de la caution qu'il a laissée avec un jeu. Carte de membre au format carte de crédit simple. Alors par défaut, dans Infoludo, les cartes de membres sont au format carte de crédit double. C'est-à-dire qu'ici, sur la largeur de cette carte, donc elle va correspondre à la largeur de 2 cartes de crédit. Alors on l'utilise comment? On plie simplement en deux l'affiche membre, ce qui va correspondre à un format de carte de crédit standard, et beaucoup de ludothèques l'utilisent pour y inscrire la date de retour des jeux au moyen d'un tampon encreur. Alors de cette manière aussi la carte est doublée, donc est beaucoup plus solide. Mais si vous désirez ne pas avoir ce format, il est possible d'avoir un format de carte de crédit simple. Alors pour le faire, simplement je coche carte de crédit simple, j'enregistre. Et on voit que cette fois la carte est vraiment la carte de crédit au format simple. Alors lorsque j'ai cliqué sur imprimer, vous avez vu qu'il y a une petite fenêtre qui m'a demandé un numéro de position. Donc c'est simplement que si vous utilisez des feuilles avec des cartes de membres déjà prédécoupées, si vous voulez faire simplement la 4e ou la 5e, parce que les 4 premières sont déjà utilisées, vous rentrez 5 et Infoludo va l'imprimer directement à la 5e position. C'est simplement pour éviter de gaspiller des feuilles de papier. Par défaut, le format de carte crédit double est relativement bien utilisé et vraiment très pratique. L'onglet abonnement regroupe tout ce qui concerne les abonnements des membres. Alors sur la partie haute, vous pouvez au moyen du bouton modifier ajouter autant d'abonnements que vous le désirez. Donc là pour l'exemple, je vais créer un abonnement annuel, donc 12 mois, à 40 € qui donne droit à 5 jeux. Alors vous pouvez gérer le droit des jeux par membre directement depuis les abonnements, c'est-à-dire que vous allez avoir des abonnements qui donneront le droit à 5 jeux, d'autres à 10 jeux, à 15 jeux, c'est vous qui choisissez. Ou vous allez gérer le droit des jeux globalement pour tous vos membres. Et ça va se passer dans l'onglet location. Alors soit vous gérez par les abonnements, soit pour tout le monde la même chose. Alors vous pouvez également au niveau de l'abonnement proposer des réductions, c'est-à-dire que sur certains abonnements, vous aurez par exemple une réduction de 2 francs sur le prix de location. Sur un jeu à 5 francs ou 5 €, vous ne payerez alors que 3 francs ou 3 €. Donc là c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mixer toutes les solutions. Je vais créer également un abonnement annuel à 80 francs ou 80 €, donc 80, qui me donnera droit à 10 jeux. Je valide par le bouton fermé. Prix abonnement plus. L'abonnement plus, c'est un abonnement supplémentaire, c'est-à-dire qu'il permet de non pas louer certains jeux, mais de les prêter. Alors pratiquement, quels jeux vont être prêtés plutôt que loués? Ce sera les jeux électroniques, dont la location est interdite. Alors comment ça marche? Il faudra pour certains jeux cliquer dans leur fiche jeu, donc la case abonnement plus, comme ça ils seront automatiquement liés avec l'abonnement plus.
Alors ces jeux-là ne pourront pas être loués à un membre s'il n'aura pas contracté un abonnement plus. Alors c'est ici que vous fixez le prix de l'abonnement plus. Avertir quand l'abonnement arrive à échéance. Donc vous choisissez ici un nombre de jours X. Par exemple, si quelqu'un passe à la caisse et que l'abonnement arrive à échéance dans moins de 30 jours, pour l'exemple ici, donc un message s'affichera et proposera le réabonnement directement du membre. Alors maintenant, comme ce réabonnement se fera à l'avance, la date sera calculée automatiquement pour arriver à une année après la date prévue de réabonnement, si c'est un abonnement à une année. Date de fin fixe. Alors cette case, elle est là pour les ludothèques qui préfèrent travailler sur des bases de période d'abonnement fixe, par exemple du 1er janvier au 31 décembre. Donc vous allez ici simplement entrer la date de fin d'abonnement, c'est-à-dire que tous les abonnements qui vont être faits seront automatiquement valables jusqu'à la date qui est fixée dans cette case. Maintenant, si vous choisissez ce mode de fonctionnement, il faudra pas oublier en début d'année de modifier la date de réabonnement pour qu'elle soit automatiquement mise à la bonne date de la bonne année. Proposer les impressions des quittances pour les abonnements. Alors c'est simplement que lorsque quelqu'un passe à la caisse et fait un abonnement ou un réabonnement, la quittance en 2 exemplaires est automatiquement proposée à l'impression. Après, bien entendu, c'est vous qui choisissez si vous voulez l'imprimer ou pas. Changement de valeur des abonnements sans réabonnement. Alors cette case, c'est simplement pour fixer comment le programme va réagir lorsqu'un membre désire changer de classe d'abonnement. Dans l'exemple ci-dessus, on a des abonnements à 40 € et des abonnements à 80 €. Alors on peut admettre qu'un membre en cours d'année va désirer passer d'un abonnement d'une valeur de 40 € pour 5 jeux à un abonnement d'une valeur de 80 € pour 10 jeux. Alors selon comment vous allez régler cette option, le programme va réagir différemment. Alors si vous cochez la case changement des valeurs des abonnements sans réabonnement, alors qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez un abonnement à 40 € et que vous voulez passer un abonnement à 40 €, le programme lui va automatiquement calculer la valeur de l'abonnement jusqu'à la date d'échéance prévue, donc dans ce cas ici pour l'exemple le 20 janvier. Donc pratiquement le programme va calculer la différence entre l'abonnement à 80 € et l'abonnement à 40 € sur cette période de 10 jours. Ce qui va nous donner donc pour les 10 jours un prix de 1,10 € pour la période de 10 jours. Maintenant, si vous ne cochez pas changement de valeur des abonnements sans réabonnement, le programme lui va automatiquement prolonger l'abonnement d'une année, donc il va procéder à un réabonnement à 80 € dans notre exemple, mais va calculer également la période du 10 au 20 janvier, donc toujours 10 jours, et ce qui va faire toujours 1,10 € plus les 80 €, ce qui va nous faire 80,10 € pour la période de réabonnement. Donc si vous cochez uniquement la période jusqu'à la fin de l'abonnement sera calculée, si vous ne cochez pas, l'abonnement sera réabonné pour une année ou la valeur de l'abonnement choisi et la différence va être calculée pour la période restante. L'onglet location va regrouper tout ce qui concerne donc les locations pour vos membres. Alors tout en haut, nous ne retrouvons pas de limitation du nombre de jeux loués. Alors si je coche cette option, donc le programme ne gère absolument pas le nombre de jeux loués par membre. C'est-à-dire que vous pouvez louer un nombre de jeux illimité à vos membres. Nombre de jeux par abonné. Alors au niveau d'Infoludo, un abonné est une personne qui se trouve sur un abonnement. Par exemple, si je prends ce membre, je vois qu'il y a 2 enfants, donc Paul et Vic, qui sont inscrits sur l'abonnement du membre. Donc si je reprends mon exemple, dans mes locations, avec 2 jeux par abonné, donc le membre avait 2 enfants, donc ça nous fait bien 4 jeux qu'il pourra louer par location. Maintenant, nombre de jeux de base, on va pouvoir mettre en plus du nombre de jeux par abonné, un nombre de jeux de base, c'est-à-dire pour l'abonnement.
Si je reprends toujours mon exemple de la personne qui a 2 enfants, donc elle aura toujours droit à 2 jeux par enfant, donc 4 jeux, plus un jeu de base, donc ça lui fera 5 jeux dans son droit de location. Maintenant, tout peut être mixé, donc je peux absolument mettre 0 jeu par abonné et 5 jeux par membre. Donc c'est-à-dire que là, que la personne ait 4 enfants, 5 enfants, ce sera toujours 5 jeux qui lui seront loués. Nombre de jeux pour les écoles. Alors encore une fois, si je reprends ma fiche de membre, je vois ici que dans les options du membre, je peux choisir statut école. C'est-à-dire que lorsque le membre a le statut école, donc il aura une coche dans cette case, le programme lui louera, par exemple ici, on peut lui mettre 10 jeux. Donc les écoles auront droit à 10 jeux. Durée de jour de location pour les jeux. Alors cette période est la période pour laquelle les jeux seront loués. Donc si je loue un jeu aujourd'hui, il sera automatiquement rendu dans 21 jours. Donc là vous pouvez choisir 21, 28, essayez de prendre un multiple de 7 pour que ça reste, c'est beaucoup plus simple à gérer au niveau des retours. Durée de la période de réservation, là c'est si un membre désire réserver un jeu, donc les réservations seront pour 14 jours. Si je réserve un jeu aujourd'hui, il sera réservé pour les 14 prochains jours, et si le membre n'est pas venu chercher son jeu dans cette période, la réservation tombera d'elle-même. Maintenant, si un membre désire réserver un jeu qui est déjà loué, la réservation commencera à la date prévue de retour du jeu. Location au forfait. Alors ce style de location, c'est plutôt prévu par exemple pour les anniversaires, où vous pourriez par exemple louer pour 10 € un nombre de 10 jeux pour une semaine. Donc c'est vraiment pour des locations spécifiques, pour des anniversaires, des fêtes. Et puis au moyen de l'option autoriser la location des jeux abonnement plus, vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser la location de ce genre de jeu, donc les jeux plus, dans ce genre de location au forfait. Alors les scripts de location, alors cette fenêtre permet d'entrer des scripts dans un format de script adapté à InfoLudo, ce qui permettent de régler vraiment finement ce que vous voulez faire avec vos locations. Donc on peut jouer au niveau des scripts, on peut jouer au niveau de la durée de location, de la période de location, du prix de location selon les abonnements. Enfin, avec des scripts, on peut absolument tout faire. Et pour ce qui est des scripts, vous trouverez une documentation beaucoup plus fournie dans le manuel utilisateur qui est fourni avec InfoLudo. Juste une chose avant de quitter l'onglet location, c'est que si vous faites des modifications par rapport au nombre de jeux pour les abonnés, au nombre de jeux de base, au moment où vous faites ces modifications, il vous faut cliquer sur mettre à jour le nombre de jeux pour répercuter tous ces changements au niveau de chaque membre de votre base de données. Maintenant, si, comme on a vu dans l'exemple précédent au niveau de l'onglet abonnement, vous désirez gérer les nombres de jeux par les abonnements, donc vous allez cliquer le nombre de jeux est géré par les abonnements et on voit que là, automatiquement, les deux cases de gestion des jeux sont désactivées. Alors, en cochant cette case, c'est automatiquement le droit au jeu, donc 5 et 10, qui va prendre le dessus. Donc là, à ce moment-là, les jeux sont réglés par les abonnements et non plus par l'onglet des locations. Sous l'onglet amendes, on va retrouver tout ce qui concerne les amendes de retard pour les jeux. Donc par retard, on entend les jeux qui sont rendus au-delà de la date prévue de retour. Donc au niveau des amendes, vous pouvez mettre un supplément d'amende, c'est-à-dire par exemple ici, pour l'exemple, je mets 2 francs. Donc quel que soit le retard et quel que soit le nombre de jeux que le membre aura en retard, un supplément de 2 francs va être calculé de toute façon. Si je coche amende unique pour tous les jeux, ce sera uniquement une amende qui sera calculée pour tous les jeux, mais ce sera le plus en retard. Si la personne a 4 jeux, 5 jeux, 10 jeux en retard, ce sera toujours le plus en retard qui va faire le calcul de l'amende.
Et ce calcul, comment est-il fait? Alors le calcul, il est fait avec une formule qui se trouve dans cette case. Donc ici, amende va contenir le prix de l'amende calculé. Et pareil, ici toujours dans l'exemple, partie entière des jours divisé par 7. Donc pour ramener ça simplement, c'est simplement le nombre de jours de retard divisé par 7, donc par semaine, et partie entière. Donc ça va me donner, ici toute cette belle formule va me donner simplement le nombre de semaines de retard du membre, et je multiplie fois le prix de l'amende, ici c'est 2 francs. Donc là, si je mets par exemple 1 franc, ça veut dire que ça fera 1 franc par semaine de retard pour le membre. Et je peux tester ici, donc je vois le nombre de jours de retard, 16, donc ce qui va me faire 2 semaines de retard, ce qui va bien me calculer mes 2 francs ou 2 euros de retard. Après, au niveau des scripts, des amendes, on peut absolument tout faire. Donc vous trouverez tout plein d'exemples dans le manuel utilisateur sur comment créer et modifier les scripts d'amende. Mais ces scripts peuvent se porter sur le nombre de jours de retard, sur le prix du jeu, sur le prix de location du jeu. Ça peut aussi porter si ce jeu est un jeu plus ou n'est pas un jeu plus. Enfin, on peut absolument tout faire. Pour ce qui est des rappels, donc les rappels, c'est la liste des jeux dont des lettres peuvent être envoyées ou des emails de rappel. Alors là, on va pouvoir mettre 3 sortes de rappels. Donc les rappels 1, donc les premiers rappels qui peuvent être mis par exemple ici 14 jours. Les deuxièmes rappels après 21 jours et les troisièmes rappels après, on mettra mettons 28 jours. Ce qui veut dire que les jeux qui ont plus de 14 jours de retard vont tomber en rappel, premier rappel, ainsi de suite. Ils passeront en deuxième rappel après 21 jours et en troisième rappel après 28 jours. La coche ici vous permet d'afficher ou non le numéro de rappel dans la lettre ou dans l'email qui sera envoyé. Et ici dessous, dans cette case, vous allez pouvoir entrer des amendes, mais qui ne sont pas des amendes de retard. Donc c'est des amendes pour perte de pièces, des amendes parce que le jeu n'est pas rendu conforme ou il manque des pièces. C'est surtout pour l'interface de retour, donc l'interface des retours des jeux. Si dans le cas où il y aurait un poste qui est dédié au retour, l'interface est extrêmement simplifiée pour permettre aux personnes qui n'ont pas trop d'affinité avec l'informatique de se former. Donc à ce niveau-là, toutes les amendes qui vont être perçues sont déjà inscrites dans le programme. Par exemple, je peux mettre ici perte de pièces. Donc 5 euros, perte mode d'emploi, 2 euros, et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, la personne n'aura plus qu'à choisir dans un menu l'amende qu'elle veut mettre aux membres. L'onglet ludothèque regroupe toutes les propriétés de votre ludothèque. Donc le nom de la ludothèque, l'adresse de la ludothèque, son numéro postal, sa localité, son numéro de case postale si vous en possédez une, son numéro de téléphone, le site web de la ludothèque, l'email de contact, ainsi que les heures d'ouverture. Alors toutes ces propriétés vont être utilisées aussi bien sur la carte de membre que dans les en-têtes de lettres, dans les bas de page des lettres de rappel, enfin partout où le programme a besoin de vos coordonnées, c'est ici qu'elle va venir les chercher. Donc si vous changez de numéro de téléphone, il suffit de le changer ici et tout le programme sera mis à jour à partir de ces données. Vous pouvez également changer votre logo. Donc si je clique ici changer le logo et que je vais chercher un nouveau logo, donc je peux le changer directement ici. C'est peut-être pas le plus joli, mais c'est juste pour vous montrer. InfoLudo vous permet de gérer les heures de travail de vos équipes. Alors sous l'onglet heures de travail, vous pouvez avoir les différentes catégories dans lesquelles vous allez classer ces différentes heures. Donc par défaut, vous avez les principales formation, représentation, mais vous pouvez ajouter en tout temps des nouvelles catégories. Par exemple, la formation à InfoLudo. Et vous aurez le choix de sélectionner cette catégorie lorsque vous entrez vos heures de travail. Sous l'onglet comptabilité, on va retrouver toutes les options qui se rapportent à la compta intégrée InfoLudo. Alors pour commencer, il va nous falloir choisir un compte pour les ouvertures de la ludothèque. Comme c'est une nouvelle installation, donc aucun compte n'existe, il va nous falloir le créer.
Alors pour créer un compte, je ferme les préférences et je me rends dans le menu comptabilité, état des comptes et je clique sur créer un compte. Je donne un nom pour ce compte, donc ici caisse de la Ludo, qui est un compte caisse, et c'est à ce niveau que vous allez rentrer le fonds de caisse s'il existe. Je mets 200 € de fonds de caisse, je valide et je quitte la compta, et en retournant dans mes préférences sous l'onglet comptabilité, je peux sélectionner mon compte caisse de la Ludo en tant que compte utilisé pour les ouvertures de la ludothèque. Il est vraiment impératif de créer au moins un compte pour pouvoir utiliser la compta. Les deux options du fond, compta uniquement en admin, donc si je coche cette option, uniquement les administrateurs auront accès à la compta. Si je l'enlève, même les utilisateurs pourront y accéder. Afficher un bouton pour supprimer une écriture. Donc il faut savoir que normalement dans une compta, on ne supprime jamais une écriture, on l'extourne, c'est-à-dire que l'on insère une opération inverse à celle que l'on veut supprimer. Mais comme les comptabilités des ludothèques ont tendance à tendre vers la simplicité, on m'a demandé de pouvoir ajouter un bouton supprimer une écriture. Donc ce bouton, si je clique pour activer l'option, ce bouton sera affiché. Si j'enlève l'option, le bouton sera invisible. Et vous devrez extourner en cas d'erreur. L'onglet règlement vous permet de modifier et d'éditer votre règlement de ludothèque. Donc il s'édite tout à fait normalement, comme dans n'importe quel éditeur de texte. Vous tapez le texte directement dans la zone de saisie. Vous pouvez y mettre des mises en gras, en italique. Enfin, c'est exactement un éditeur de texte tout à fait normal. Vous pouvez tester votre règlement en cliquant sur tester. Donc là on voit que les valeurs de la ludothèque ont été prises automatiquement depuis l'onglet ludothèque, comme on a vu tout à l'heure. Les données du membre sont prises directement depuis la base de données des membres et le texte que vous avez tapé dans votre règlement apparaît. Onglet rappel. Alors dans l'onglet rappel, on va pouvoir saisir ou modifier le texte qui va être utilisé pour les lettres de rappel et les emails de rappel. C'est donc le même texte qui sera employé pour les deux envois. On remarque que l'on a des balises, par exemple ici titre ou liste rappel, ainsi que titre dans le fond. Donc titre va être remplacé automatiquement depuis les données qui viennent de la base de données. Ça peut être cher membre, cher madame, cher monsieur. Ou si vous le désirez, vous pouvez simplement le modifier directement, cher membre. Ça marche aussi. Par contre, la balise de rappel, la balise liste rappel que l'on voit ici, elle va être remplacée par la liste des jeux en retard. Voilà ce que ça donne sur notre lettre. Donc on voit que la balise a été remplacée par la liste des jeux. Ici il n'y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs, avec le prix de l'amende pour chaque jeu, ainsi que le total des amendes. Et à quelle date l'amende s'élève. C'est clair que si le membre va venir un mois après avoir reçu la lettre, l'amende sera beaucoup plus élevée. Mais de cette manière, il sait qu'à une date précise, il avait une amende précise. Dans le fond de la lettre, vous avez un sélecteur qui vous permet de choisir la taille de la police pour la lettre, ainsi que le sujet qui sera envoyé avec vos emails de rappel. Dans l'onglet logiciel, nous allons retrouver toutes les options techniques d'InfoLudo. Dans la case répertoire des fichiers, c'est ici que l'on va désigner où se trouvent physiquement les données d'InfoLudo, donc les fichiers des membres, les fichiers des jeux, enfin toutes les données qu'il aura besoin pour travailler. Alors dans le cadre d'une installation simple, c'est-à-dire qu'avec un seul ordinateur, cette case doit rester vide. InfoLudo sait tout à fait par lui-même où aller chercher ses données dans son propre répertoire. Il faut la laisser vide. Maintenant, dans le cadre d'une utilisation réseau, c'est ici que l'on va désigner où aller chercher les données à travers le réseau.
Mais pour ce qui est de l'utilisation réseau, je vous laisse vous reporter au manuel utilisateur, car ça sort un petit peu du cadre de cette vidéo tutoriel. L'image de fond, donc l'image de fond, c'est si vous désirez changer l'image de fond d'Infoludo. Par exemple ici j'ai mis un palmier, là c'est plutôt sympa, ça donne envie. Comment va être affichée cette image de fond? Donc si c'est en mode étiré, mosaïque, centré, là c'est vous qui choisissez, c'est purement cosmétique, hein. Le numéro de série d'Infoludo, toujours le numéro de série qui vous a été communiqué soit avec le logiciel, soit par email. Le mode monétaire d'Infoludo, si vous voulez travailler en francs suisses ou vous désirez travailler en euros. Le pilote de webcam, il faut savoir qu'il c'est possible depuis les fiches des jeux d'Infoludo de prendre directement des photos des jeux depuis une webcam pour les insérer dans la fiche jeu. Donc si vous avez une webcam connectée à votre ordinateur, vous allez choisir le pilote utilisé dans cette case. Ce poste est prévu pour les retours. Alors là toujours on revient à l'utilisation en réseau. Donc si vous avez un poste principal où vous pouvez faire des retours et des locations, vous pouvez dédier un poste secondaire que pour les retours. Donc si c'est la configuration de ce poste que vous êtes en train de faire, donc vous allez mettre simplement la coche, ce poste est prévu pour les retours. Cacher le bouton du poste des retours. Alors encore une fois, c'est toujours la même chose, quand il y a deux choses, on peut se tromper. Donc on voit ici dans le haut, au niveau des icônes, que l'on a un icône des locations et retours et un icône pour les retours. Alors sur le bouton, sur le poste qui va être le poste principal, donc on va cacher le bouton des retours, tandis que sur le poste qui serait prévu pour les retours, on va cacher le bouton des locations. Donc c'est beaucoup plus simple, on ne peut pas se tromper. Comme ici c'est un poste principal, donc je vais cacher le bouton des retours. Dans le fond, on retrouve toutes les propriétés de votre boîte mail. Donc ici, j'ai mis pour exemple un serveur SMTP Gmail. Donc vous retrouvez également sur mon site un petit tuto comment configurer Gmail pour l'utiliser avec Infoludo. Alors par défaut, vous rentrez le nom du compte SMTP, son numéro de port, votre serveur de courrier, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, si vous utilisez un SMTP sécurisé, ce qui est le cas dans le cadre de Gmail. Et en cliquant sur test, Infoludo va automatiquement envoyer un email de test sur l'adresse que vous avez entrée dans vos paramètres au niveau de l'onglet Ludothèque. Par exemple ici on voit que le test est parti, c'est info@gosoft.ch et c'est bien l'adresse qui a été rentrée dans la propriété info de votre ludothèque. Ce bouton permet de tester la connexion directement depuis Infoludo pour savoir si votre connexion fonctionne bien, que Infoludo est configuré convenablement pour les emails. Sauvegarde des données, j'ai tendance à dire que ce bouton est le bouton le plus important de tout le logiciel. Parce qu'un ordinateur, quand ça tombe en panne, ça se remplace. Un logiciel, si on le perd, ça se remplace. Par contre, les données, c'est irremplaçable. Soit on les rentre à la main, soit on n'en a plus. Donc, pour configurer la sauvegarde des données, on va simplement aller donner le chemin de la sauvegarde à Infoludo. Alors, la sauvegarde se fera soit sur un disque dur externe, soit sur une clé USB, soit sur un disque réseau, mais ne faites pas la sauvegarde sur le même disque dur que vous avez pour vos données. Donc, parce que si ce disque dur tombe en panne, vous perdez aussi bien les données que vos sauvegardes. Alors pour l'exemple, je vais aller configurer une clé USB, donc que j'ai déjà insérée dans mon ordinateur. Je clique sur le bouton, j'ouvre ma clé USB et je sélectionne le répertoire sauvegarde que j'avais préparé. J'enregistre mes valeurs et je teste la sauvegarde en cliquant sur Administration, Sauvegarder les données, et Infoludo m'annonce la sauvegarde est terminée, ça veut dire que tout est en ordre. Si je me rends dans les répertoires de ma clé USB, je vois que dans mon dossier sauvegarde, j'ai bel et bien une sauvegarde à la date du jour. Infoludo utilise un système de sauvegarde incrémental, c'est-à-dire que chaque sauvegarde est différente de l'ancienne. Chaque jour, une nouvelle sauvegarde est faite. Pourquoi est-ce qu'on emploie cette méthode? C'est simplement que si vous faites un jour ou l'autre une bêtise au niveau des données et que vous ne vous rendez pas compte tout de suite et que vous sauvegardez quand même l'application,
eh bien les données qui ont été modifiées sans le vouloir vont écraser la sauvegarde qui est déjà en cours. Donc vous ne retrouverez plus vos données. Donc alors, si je refais une deuxième sauvegarde demain, je trouverai une sauvegarde avec une date d'un jour de plus. Au bout de quelques temps, vous pouvez supprimer les anciennes sauvegardes, il n'y a pas de problème. Les sauvegardes sont automatiquement zippées, donc sont automatiquement compressées. Elles prennent très peu de place, moins de 100 kilo-octets. Donc sur une clé USB de 4 ou 8 Go, vous avez pour des années de sauvegarde. Et les sauvegardes sont comprises dans un seul fichier. Donc ici j'ai un fichier zip. Si je double-clique sur ce fichier, je vois que toutes mes données sont à l'intérieur, donc aussi bien que la configuration que les données. La seule chose que Infoludo ne sauvegarde pas automatiquement dans les zips, c'est les images des jeux, parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de place. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo de présentation de la configuration d'Infoludo. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la suivre que moi à la faire. Et je me réjouis de vous retrouver dans d'autres vidéos qui concerneront plutôt l'utilisation d'Infoludo, la création de jeux, la création de membres et surtout les locations et les retours des jeux. Alors à bientôt.